Et j'ai découvert qu'il y avait 4 comportements par rapport à l'innovation, toujours en fonction de l'idée qu'ils ont de l'innovation et comment ça peut leur servir et servir le changement du système éducatif français. Bonjour Françoise Cros. Bonjour. Vous êtes professeur des universités au Centre de recherche en formation du CNAM. Quel est votre objet de recherche? Alors mon objet de recherche, c'est l'innovation à l'école. Ce n'est pas l'innovation pédagogique, ni l'innovation en éducation, c'est l'innovation y compris dans la structure et l'organisation de l'école et de l'institution. Et cette recherche, vous la menez depuis combien de temps? Oh, je la mène depuis au moins 40 ans, c'est vraiment mon objet de recherche, je dirais même que c'est une obsession. Vous venez d'intervenir au Forum des pratiques numériques pour l'éducation à IDE 64 à Bayonne. Le thème de cette 10e édition, innover en classe, la résistance est-elle utile? Est-elle futile? Oui, alors j'ai eu la surprise de découvrir effectivement le titre de ce forum ce matin et j'ai énormément travaillé sur la résistance et j'ai rejeté ce mot en ce qui concerne l'innovation parce que je considère qu'il n'y a pas de résistants ou d'opposants à l'innovation ou s'il y en a, ils sont considérés comme tels, ils ont en général de bons arguments et de bonnes raisons. Comme on n'est jamais sûr en éducation de toujours faire bien, donc je pense que résistance, ça montre à quel point les innovateurs veulent installer leur innovation et ont une très grande conviction. Donc, d'où l'utilisation de ce terme résistance qui, à mon avis, est inapproprié. Alors, votre intervention, vous l'avez préparée sous un angle particulier. En fait, vous avez fait une forme d'historique critique de la politique nationale d'aide et d'accompagnement à l'innovation. Quelle vision globale vous en avez véritablement ? Alors, effectivement, la commande, avant même que je découvre le titre, était de parler de la politique d'accompagnement et d'aide aux innovations. Or, il se trouve que j'ai travaillé là-dessus, mais c'est la dernière étape, disons, de ma recherche. Donc, elle est un peu nouvelle et je la testais aussi par rapport au public. J'ai travaillé sur les textes officiels qui portaient sur l'innovation, aussi bien à un niveau national qu'à un niveau rectoral. Et en plus, j'ai participé à la fondation même de cette structure nationale d'aide et d'accompagnement à l'innovation avec Innovalo, dont j'étais partie prenante, et puis le Conseil national d'innovation pour la réussite scolaire, etc. Donc, j'ai observé, j'ai vécu de l'intérieur aussi cette politique d'aide et d'accompagnement à l'innovation, et je me suis aperçue qu'en réalité, on a des conceptions de l'innovation, enfin les dirigeants, y compris le ministre, ont des conceptions de l'innovation très différentes. Et j'ai pu repérer 4 manières de faire successives. Donc à partir de 1960 où le mot innovation apparaît dans les textes officiels, jusqu'à maintenant, on a une première étape qui serait plutôt de voir l'innovation comme un objet qui est tout à fait cernable et transférable. Il suffit d'écrire son innovation pour que ça engage les gens à innover eux aussi. Il y a aussi le problème du processus, c'est la deuxième étape. Donc on voyait plutôt l'innovation comme un processus. Après on l'a vu comme une compétence professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'est dit tout enseignant est innovateur. Et en quoi ils avaient aussi raison, puisqu'il y a des innovations incrémentales. On ne fait jamais la même chose. Si on regarde les présocratiques, tu ne te baigneras jamais, comme disait Héraclite, dans la même eau. C'est exactement pareil. Un enseignant ne fait jamais la même pratique d'un jour à l'autre, soit parce que ses humeurs, soit parce qu'il est fatigué, soit parce que les élèves eux-mêmes sont énervés. Donc il y a toujours une différence entre les pratiques et il y a toujours un petit peu d'innovation. Donc ça a été considéré, notamment à travers les référentiels de compétences professionnelles des enseignants, comme une compétence. L'enseignant doit savoir innover. Et puis ensuite, c'est passé plutôt comme un régulateur social. L'innovation devenant la manière, le moyen plutôt de manager le système éducatif en facilitant certains thèmes, en minorant plutôt d'autres thèmes et puis en s'appuyant énormément sur les CARDI, sur le réseau régional, qui existe d'ailleurs depuis le début, depuis Innovalo, mais qui s'est étoffé, structuré, parfois même rigidifié. Et depuis ? Alors, et depuis, ben oui, justement, alors se pose la question de la conception que peut avoir le nouveau ministère de l'innovation, et il semble bien qu'il se base sur la recherche scientifique en sciences humaines et sociales, et notamment en neurosciences. Et la question qui peut se poser, c'est effectivement la place des controverses dans ces recherches, et comment on peut, de là, des résultats de recherche, passer à une réalisation concrète d'action, étant donné qu'une recherche dit ce qui est, ne dit pas ce qu'il faut faire. Alors, les enseignants qui innovent ont le sentiment d'ailleurs qu'ils sont dans la vérité. D'un jour sur l'autre, lorsqu'on se déplace dans l'éducation nationale, on rencontre des professeurs innovateurs, mais
Est-ce qu'on peut innover en permanence? Alors justement, c'est le problème, l'innovation, enfin telle que je l'ai vue dans les pratiques des enseignants et les pratiques d'autres personnes du système éducatif, investissent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de leur temps, ils passent beaucoup de leur énergie, ils sont vraiment, il y a une conviction tellement forte que c'est une tension continuelle qui ne peut pas durer tout le long de la carrière de l'enseignant. Un enseignant qui innoverait pendant 40 ans serait quelqu'un qui, à mon avis, n'enseignerait pas. J'en ai vu qui n'innoverait pas. J'en ai vu en particulier des enseignants qui, au bout de 25 ou 30 ans, disaient qu'ils innovaient. En réalité, ils s'étaient encapsulés dans l'établissement. Du moment qu'ils ne faisaient pas trop de bruit, je n'ai pas les autres, qui continuent à innover dans leur petit coin. Normalement, une innovation, ça naît, ça vit et ça meurt. En général, quand ça meurt, ça disparaît, ou bien ça disparaît parce que celui qui portait l'innovation est parti, ou à la retraite par exemple, ou bien alors ça s'est institutionnalisé, c'est-à-dire que c'est devenu une routine. Par exemple, le découpage en classes, en niveaux d'âge, eh bien, c'était à l'origine une innovation, et maintenant c'est devenu une routine, une évidence même, qui fait qu'on ne regarde même plus cette structure comme quelque chose de nouveau. Et lorsque l'on évoque aujourd'hui la classe mutuelle qui a précédé l'organisation de la classe, on pourrait la considérer comme une innovation si on la mettait en œuvre. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, parce que quand on regarde le nouveau dans l'innovation, en matière d'éducatif, tout a été essayé. L'enseignement par 100 élèves, le tutorat, le préceptorat, l'individualisation, la personnalisation, les structures différentes entre enfants, Requin et Rémora, l'expérience qu'il y a eu au collège, tout cela, ça a déjà existé. La différence, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est plus dans le même contexte, le contexte social, le contexte technique, j'irais même jusqu'à dire le contexte psychologique. C'est-à-dire qu'un enseignant dont le regard change sur les élèves, on le peut considérer déjà comme une amorce d'innovation. Alors, on constate aujourd'hui que reviennent à la mode, je ne sais pas si c'est la mode d'ailleurs, mais on l'évoque du moins, certaines pratiques, je pense à l'école Freinet, je pense à l'école Montessori, et on voit émerger ici et là un très grand nombre d'établissements hors contrat qui pratiquent ce type de méthode. Est-ce que le service public peut innover? Alors, en ce qui concerne les mouvements pédagogiques, ceux que vous venez d'évoquer, il y a dans le système public une école Montessori, par exemple, à Saint-Mandé. Donc il y a bien des écoles qui suivent ces pédagogies, y compris Freinet, y compris tout le mouvement pédagogique. Le problème actuel qui se pose n'est pas celui vraiment des mouvements pédagogiques ou des théories pédagogiques défendues par Steiner, même qui est largement attaqué, Montessori ou De Crowley ou Freinet. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit éclore, surtout au niveau de l'école élémentaire, un groupe de parents qui finalement est un peu déçu de l'école publique et considère qu'elle ne fait pas suffisamment, qu'elle ne bouge pas assez pour des contraintes peut-être administratives ou institutionnelles, et qui crée sa propre école. Ils se réunissent. Donc là, ils ont une liberté de recruter leurs propres enseignants, formés ou pas formés, de faire payer les parents ou de ne pas les faire payer s'il y a un mécénat, de pouvoir faire la pédagogie qu'ils veulent, à partir du moment où ils la cernent, ils la comprennent, avec un directeur d'école qui peut effectivement avoir un rôle de chef d'orchestre. Mais tout cela est fait sans contrat, hors contrat, et la multiplication de ces écoles, en ce qui me concerne, me pose un certain nombre de problèmes, car je ne vois pas très bien où on va, et quelquefois il peut y avoir des abus. Je ne citerai pas certaines écoles nouvelles qui, pour moi, posent question en matière de pédagogie, et notamment de respect de l'autre et de pratiques démocratiques. Alors, je reviens à Eidos. Votre intervention fait partie de 3 interventions qui étaient prévues. L'une faite par Stephen Downes et l'autre par André Tricot. Comment vous situez votre intervention parmi les 2 interventions que vous avez entendues? Alors, j'ai trouvé que, de manière extrêmement astucieuse, cet ordre-là, parce que finalement, Stephen a été quelqu'un qui a fait une approche assez macroscopique, qui a finalement montré la
la quantité déjà d'outils informatiques dont nous disposions. En plus, il a reposé une question qui me paraît essentielle et qui est un débat encore chez nous, entre une théorie constructiviste et une théorie connectiviste. Et là, il a vraiment fait apparaître que personne ne détient la vérité et que finalement, l'innovation, elle repose beaucoup sur des effets de mode, d'influence sociale. Et c'est vrai que nous, qui ne sommes pas anglo-saxons, mais assez des latins, nous avons assez basé notre conception de l'apprentissage sur le socio-constructivisme, d'où d'ailleurs émane l'essentiel de nos travaux de recherche et d'innovation sur l'activité de l'élève, il construit lui-même ses savoirs, etc., qui peut être d'ailleurs un excès d'utilisation du constructivisme. Alors je trouvais que c'était bien placé car il avait une approche macro. Moi j'avais plutôt une approche institutionnelle assez nationale et finalement André Tricot qui est intervenu après a dit mais au fond ce que font les gens qu'ils déclarent dans leur classe, dans leur pratique de classe, en particulier quand ils disent je rends les élèves actifs, à quoi ça correspond, à quel type de pratique, et de soulever un lièvre en disant mais peut-être que justement l'activité n'est pas une activité physique mais une activité mentale et que finalement on confond les deux me paraissait tout à fait salutaire. J'ai trouvé que l'organisation de ces 3 conférences, je ne sais pas si ça avait été vraiment réfléchi ou concerté, mais en tout cas c'était excellent. Merci beaucoup Françoise Cros. Merci.